un peu, mais on dirait que c'est quand même mieux que les associations. Quand même, les associations, c'est que des vieux. Hein. Et puis, il dit, il y a le troisième scénario, c'est celui qu'il faut qu'on arrive les uns et les autres à bâtir. On est en train de le bâtir. Et aujourd'hui, ça le bâtit. C'est de réussir à faire comprendre, à faire saisir que ce que nous représentons et ce que nous devons réussir à faire comprendre, c'est que nous co-construisons en partenariat avec la puissance publique, hein, mais peut-être même aussi avec des entreprises dans le cadre de leur RSE. Hein, nous participons à co-construire un bien-être collectif, une société vivante, humaine. Et on est loin du compte. Il faut qu'on y arrive. Parce que sans ça, on est mort. Et ce sera bien dommage, parce que c'est fou la richesse qu'on représente. C'est fou. Et alors, quand on parle de la phrase un peu sinistre de Pierre Rosanvallon, moi j'aime beaucoup Pierre Rosanvallon, mais il est comme moi, on a tous des dates de péremption, on commence à... on se rapproche de la sortie, hein. Et quand on se rapproche de la sortie, ben, on voit un peu tout en gris, en noir. Mon pauvre monsieur, c'était quand même mieux hier. Et là, il dit une phrase qui est vraie aussi. Hein. En France, le vivre ensemble est dégradé. La société s'est organisée selon des mécanismes de ségrégation et de ghettoisation à tous les niveaux. Nous vivons dans un pays qui ressemble à une addition d'espaces repliés sur eux-mêmes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Hein. Et il explique bien, on est triplement coupé en petits morceaux. D'abord, on vient de le voir aux élections, là. Il y a une espèce de rupture entre le monde du haut et le monde du bas. On ne se comprend plus. Je comprends plus. J'ai été, je vous disais, délégué interministériel à l'insertion des jeunes et j'ai été nommé par un gouvernement de droite et renommé par un gouvernement de gauche. J'ai pas vu la différence. Parce que tout là-haut, c'était que des gens élevés hors sol. C'est une catastrophe. Et ils sont là, toujours. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas leur problème. Ils ont imaginé ce qui se passait en bas. Ils sont très intelligents. Et on ne se comprend plus. Et on est coupé entre le haut et le bas, on est coupé aussi en silos. Hein. Ma vie professionnelle, j'ai eu la chance, une chance phénoménale, d'être patron d'entreprise, grande et moyenne, à un autre moment d'être professeur associé d'université, et ensuite d'être une espèce de fonctionnaire sur contrat. Quoi. Et j'ai pu voir que ces trois mondes se détestent. Dans mon autre pays, qui est le Québec, au Québec, ces mondes vivent ensemble. En France, le monde de l'administration, plutôt le monde de l'entreprise, considère que les gens de l'université, c'est rien que des barbus gauchistes. Mais les barbus gauchistes trouvent que les chefs d'entreprise, c'est rien que des salopards qui aliènent le petit peuple. Et tout le monde se retrouve sur le dos des fonctionnaires qui foutent rien avec l'argent du contribuable. Alors que j'étais dans ces trois mondes, et j'ai vu des gens merveilleux partout dans l'entreprise. Il y a des gens géniaux, phénoménaux, généreux. Il y en a, et beaucoup. Dans le monde de la fonction publique et des collectivités, j'ai trouvé des gens fantastiques. J'étais aussi élu local. Fantastique. Et à l'université, j'ai vu aussi des gens tout à fait remarquables. Mais on est coupé en tranches. Hein, on se déteste. Ou pire, on se méprise. Ça fait un mal de chien. Là. C'est pas avec ça qu'on fait une société. C'est pas avec ça qu'on fait une société. Donc on est quand même coupé comme même. Et puis surtout, il y a les fractures. Hein. Les fractures, j'en cite pas mal, mais bon, il y a la fracture que décrit très bien Guy Louis, hein, la fracture
spatiale. Hein. On vient de le voir, les élections ont bien montré qu'il y avait un écart considérable entre le vote de la ruralité, le vote des rurbains, hein, ceux qui ne sont plus dans les villes mais qui sont aux périphéries, et le vote des centres. On est coupé. Fracture spatiale. Il y a la fracture numérique. Dans mon île aux moines, je suis de l'île aux moines, il y a vraiment tout un tas de gens qui n'embarquent pas du tout enfin, les nés natifs du coin, ils n'embarquent pas dans le fait que maintenant, un certain nombre de documents, comme les impôts, etc., maintenant, c'est en ligne. Et pour ça, il faut être sur la ligne. Et donc, d'un seul coup, ils sont coupés de ça. Ils ont peur bleue. Alors, toujours des rationalisations abusives. On dit, oh, tout ça, c'est pas fiable. Quand on apporte quelque chose, on dit, non, c'est pas bien. On dit, c'est pas bien. Fracture familiale, hein, les multiplications des familles éclatées, recomposées, monoparentales, etc. Fracture intergénérationnelle. On est vraiment dans un pays, Dieu sait qu'on a des qualités aussi, mais la société française fonctionne comme une centrifugeuse qui bloque ses jeunes et vide ses vieux. On ne se parle plus. Mais je reconnais que de temps en temps, quand je suis avec mes petits-enfants, c'est du chinois qui me parle. Mais ils trouvent que moi aussi, mais c'est une autre sorte de mandarin. Donc, je coupe, on ne parle plus. Bon, la fracture éducative, hein, en observant, il faut lire le merveilleux livre qui est maintenant à 5-6 ans, qui avait été écrit par 2 sociologues, qui s'appelait « La machine à trier ». La machine à trier. Hein. Et qui amène nos amis québécois à dire que le système éducatif français, c'est l'organisation d'un naufrage pour repérer ceux qui savent nager. Catastrophe. En voyant. Avec ça, avec des professeurs qui se donnent un mal de chien. Mais le système lui-même est fou. Le système est fou. Avec des gens très bien dedans, bien sûr. Hein. Bon, la fracture professionnelle, hein, on entre de plus en plus difficilement dans le monde professionnel et on en sort de plus en plus vite. Hein. Donc, c'est des fractures. Fracture communautaire, on le vit en ce moment. Hein. Fracture communautaire avec des repliements identitaires. Tout ça coûte. Or, pendant ce temps-là, il y a nous, le monde associatif, parce que le monde associatif, par nature, ce sont des collectifs, ce sont des garçons et des filles qui se sont mis ensemble pour un objectif, qu'il soit culturel, sportif ou social. Donc on est vraiment le cœur battant de la République. Et on n'est pas regardé, on n'est pas compris, on n'est pas vu. Un des présidents qui vient de partir, mais qui est toujours président d'honneur de France Bénévolat, Dominique Thierry, disait « Si par hypothèse, tout le monde associatif s'arrêtait un jour, grève, la société française meurt. » On est vraiment cette espèce de liquide incoatif qui fait que ça tient. Mais on n'est pas vu, on n'est pas connu. C'est notre faute. C'est notre faute. On a des efforts à faire, beaucoup. Alors la bonne nouvelle, c'est que, et je le rappelle, parce que tout à l'heure, dans une des tables rondes, j'ai un peu sursauté, quand j'entendais qu'il y avait une chute du bénévolat. Non, il n'y a pas une chute du bénévolat associatif, il y a une croissance. Tous les 3 ans, avec Recherche et Solidarité, avec l'IFOP, France Bénévolat fait une étude, tous les 3 ans, sur comment évolue le bénévolat associatif en France. Alors, je vous donne le résultat des courses sur 2 fois, sur 6 ans. De 2010 à 2016, on est passé de 1 200 000 associations vivantes à 1 400 000. Donc ça n'arrête pas d'augmenter. Entre parenthèses, d'ailleurs, hein, avec
maintenant à peu près 1 800 000 salariés à bord. Donc c'est aussi dans le salariat quelque chose qui compte. On n'est pas vu. Et puis, le nombre de bénévoles engagés dans les associations, il est passé de 2010 à 2016 de 11 millions, c'est énorme, hein, à 13 300 000. Donc il y a une croissance. Ça n'arrête pas. Et alors, encore une idée reçue dont il faut couper les ailes. Cette fantastique augmentation, elle est due à 33%, non, plutôt, il y a eu 33% d'augmentation chez les jeunes. C'est surtout les jeunes qui ont augmenté tout ça. Hein. Et les vieux, ça a diminué. Comme ils sont devenus des cibles marketing pour aller faire des... il faut bien aider Saint-Nazaire, hein, pour aller faire des voyages. Hein. Mais c'est bien, donc il dit... il faut choisir. Alors, heureusement, on est encore là. Mais enfin, il y en a moins. Ça diminue. Ce qui a augmenté, c'est les jeunes. Beaucoup. Et ce qui a augmenté aussi, c'est le moyen âge, entre 35 ans et 65 ans. Plus 20%. Donc ça bouge. Ce qu'on appelle, avec ce mot sinistre, les actifs. Nous autres, on est des actifs. Pas sérieux. Donc, très bonne nouvelle. Hein, les associations s'accroissent. Le bénévolat associatif s'accroît considérablement. Et là-dedans, c'est d'abord les jeunes et ensuite le Moyen-Âge, le Middle Age. Donc des nouvelles hallucinantes. Ça prouve la vitalité d'un pays et surtout, ça montre qu'il y a du tissu social. Il y a du tissu social. On est vraiment une espèce de tissu conjonctif nourricier. Mais, je ne sais pas, on a la bosse de Sganarelle. Excusez-moi de vous demander pardon. Il n'y a pas de fierté. Hein. Alors la vraie question, c'est que l'engagement change. Le type d'engagement change. Les raisons pour lesquelles des bénévoles viennent dans le monde associatif, c'est grosso modo pour 5 ou 6 raisons qu'on retrouve tout le temps dans tous les questionnaires qualitatifs que l'on fait. Première raison, c'est pour du sens. Pour du sens. Ça n'a plus de sens. Hein. Quand l'excellente sociologue Dominique Méda, dans Qu'est-ce que la richesse, dit aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on n'est pas les seuls, n'a de valeur que ce qui a un prix. N'a de valeur que ce qui a un prix. Pour mes parents, n'avait de valeur que ce qui n'avait pas de prix. Par construction. Donc tout ça, ça nous transforme peu à peu. L'homo sapiens est passé au stade d'homo cadiens, qui remplit son caddie, vide son caddie, remplit son caddie. Et tout ça, évidemment, n'a aucun sens. Est-ce que je vais avoir passé toute ma vie à faire ça? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est trouver du sens à ma vie, du sens. Ensuite, il y a un appétit d'utilité sociale. Je veux que mon bout de vie, vous verrez, ça va très vite. Hein. C'est court. Hein. Je me suis plaint au patron, mais c'est comme ça. C'est très court, le temps de vie. Alors, il faut que j'ai été utile à quelque chose, ou à quelqu'un utile. Et parfois, dans le métro boulot dodo, on n'a pas le sentiment forcément d'être utile. On l'est parfois, hein. Parfois on a le sentiment de ne pas l'être. Donc je vais être utile au bien commun. Une troisième raison, c'est du lien social. Il y a énormément de solitude. On peut avoir 1000 followers et 3000 amis et ne pas en avoir un vrai. Or,
dans la vie associative, on est ensemble. On est ensemble. Pas toujours agréable, parce que pour avoir écrit beaucoup de livres sur le management, je veux dire que je trouve que manager une boîte, c'est enfantin par rapport à manager une association. Parce que on ne va pas donner des ordres. On ne va pas donner des ordres. On ne peut même pas donner des objectifs. On a une mission. Donc il faut toujours prendre les patins. Et c'est bien. Mais en même temps, ça oblige à considérer l'autre comme un égal. C'était la phrase d'Emmanuel Lévinas qui dit « Je n'accepte d'écouter ce que quelqu'un me dit que si je constate qu'il me considère comme un égal. » Comme un égal. Et dans une association où on est capable de créer ce sentiment, pas ce sentiment, cette réalité d'égalité, ou bien on a raté. Dans l'entreprise, on n'est pas obligé toujours de... Je pense qu'à la souterraine, ils ne se considèrent pas comme des égaux. Donc là, lien social. Je rencontre des personnes, je suis avec d'autres. Je sais que je fais avec d'autres quelque chose qui sert. Et puis, encore une raison peut-être encore plus importante, c'est faire en sorte que je m'épanouisse. Voilà. Je grandis. Et il y a une table ronde formidable, elles ont toutes été très bien, hein, mais la première de l'après-midi, dans laquelle une jeune présidente d'association, 21 ans, hein, j'aimais bien le mot qu'elle disait, c'est « avec ça, je grandis ». Je grandis. Et à tout âge, il faut grandir. Le mien, c'est encore plus important. Je fête cette semaine mes 80 ans. J'ai vraiment envie de grandir. Vraiment. C'est un truc que je ne comprends pas toujours. Hein. J'espère comprendre un peu mieux. Et aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai fait plein de trucs. Donc, grandir. Et puis, il y a ce que les amis... Les Québécois n'ont pas peur des mots. Nous, on a très peur des mots, parce qu'on se cache, on a peur. Hein. Et eux, ils disent, on va dans une association pour essayer d'utiliser et d'exprimer sa capacité d'amour. Sa capacité d'amour. Alors, nous, rationnels, Auguste Comte, bon. Mais c'est ça, on en a tous là, une capacité d'amour. Et on n'a pas le droit d'en parler. Et c'est une énergie folle. D'une certaine façon, on rejoint là tout à fait ce que disait Jean-Louis Laville. Hein. Essayer de faire comprendre aux responsables de ce pays, aux responsables des collectivités locales, voire aux entreprises, que cette capacité d'amour mise en collectif, ça représente énormément. Il y avait quelqu'un dans la dernière table ronde qui évoquait la marque territoire. Hein, la marque territoire. Il y a une marque territoire du Finistère. Hein. Ben, quand on peut montrer, on peut dire, on peut exprimer, vraiment montrer qu'il y a dans ce Finistère des gens qui sont capables d'apporter d'eux-mêmes ensemble, c'est pas forcément mesurable. Mais c'est un avantage, je vais prendre même un mot d'entreprise, c'est un avantage compétitif considérable. Considérable. Donc, c'est pour ça qu'on vient. Et puis on vient aussi, et ça a été dit aussi dans la première table ronde de cet après-midi, on vient aussi parce que, sans que ce soit forcément conscient, il y a don et contre-don. Je vais recevoir, je vais donner, je vais recevoir. C'est quand même, c'est pas forcément explicité, hein, mais des jeunes l'ont explicité tout à l'heure. Hein, c'est le fameux « j'ai grandi hein, », j'ai appris des trucs.
Le cas échéant, j'ai pris des coups sur la gueule. C'est fou ce qu'on en prend. Hein. Mais il faut apprendre très tôt, parce que je peux vous dire que c'est fou durant une longue vie le nombre de coups sur la gueule qu'on reçoit. Donc, les raisons pour lesquelles on vient sont un peu différentes. Et en même temps, les formes d'engagement qu'on apporte, singulièrement les jeunes, c'est assez différent de ce que j'ai connu quand j'étais jeune, et dans lesquels on était encore soit dans les jeunesses communistes, soit dans l'Action catholique, la JOC, la GEC, la JAC. C'était pour changer la société. C'était du très 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 long terme. On venait, et c'était un peu sacrificiel aussi. Hein. Là, c'est pas du tout sacrificiel. Il faut avoir faut qu'il y ait du fun, du plaisir. Ça, c'est pas marrant. Bon. Donc, c'est pas pour changer la société, c'est pour aider à régler des problèmes concrets qui se posent là, à côté de chez moi, et qui sont pas supportables. De l'inculture, de l'ennui, de la tristesse. Je sais qu'il y en a. De la solitude, ou bien des gens qui ne mangent pas, ou qui ne sont pas logés, ou bien des problèmes du type santé, décrochage scolaire, illettrisme, insertion des jeunes, solitude des anciens, voilà, des vrais problèmes qui se posent là. Mais là où je suis, c'est-à-dire dans ma proximité, hein, on n'est pas fixé sur les fins dernières. Hein. Ce n'est pas changer la société. C'est là où je suis, le territoire. Et d'ailleurs, les tables rondes ont parlé en permanence de territoire. Là où on est. Avec cet inconvénient, alors, je fais partie aussi, alors, modestement, dans un autre endroit, je fais partie de ma petite équipe de secours catholique. On voit des jeunes, ils viennent au moment où Noël, au moment de faire des paquets, faire des tas de trucs. Ils le font avec d'ailleurs beaucoup de dynamisme et d'efficacité. Et puis ensuite, on dit oh, un tel il est vachement bien là, ce jeune, il faut absolument qu'il reste avec nous. Là. Alors il vient dans nos réunions on a une réunion tous les mois, et quand il voit, ça sent le vieux. Taille la route, on ne le revoit plus jamais. Alors on dit quand même les jeunes, non, c'est nous, c'est à nous de tenir compte de ça. Et du fait d'avoir compris que les jeunes, c'est pas nous en moins vieux. Il faudrait tous qu'on ait tous lu le petit bouquin de Michel Serres, Petite Poussette. Hein, faut qu'on ait lu ça tous. Hein. Petite Poussette, je vais vous lire une phrase de Michel Serres qui est assez étonnante. Hein. Il dit les jeunes, plus formatés par les médias, le marketing publicitaire et leurs échanges sur les réseaux sociaux, donc plus formatés hein, qu'éduqués par des parents eux-mêmes évolutifs et de plus en plus absents ou par des enseignants de moins en moins entendus, petits poussets et petites poussettes, hein, c'est à cause de la dextérité de leurs doigts pour s'envoyer des SMS. Bon, hein. Je ne sais pas, il a un doigt qui... pas le mien, en tout cas. Donc ces jeunes, plus formatés par les médias, le marketing publicitaire et leurs échanges sur les réseaux sociaux, qu'éduqués par des parents eux-mêmes évolutifs et de plus en plus absents, ou par des enseignants de moins en moins entendus, petits poussets et petites poussettes, habitent le virtuel, et les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook, n'excite pas les mêmes neurones, ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre ou du cahier, ce sont des mutants. Mais c'est comme ça, avec des invariants. Déjà, Platon écrivait dans le banquet que les jeunes ne respectent pas les anciens, donc il y a des invariants. Hein. Mais là, il y a un saut anthropologique. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, ils viendront avec dynamisme pour faire des paquets, mais ils ne resteront pas chez nous. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont capables aussi de faire eux-mêmes leurs propres associations. Mais là, on entre dans une autre forme de fracture intergénérationnelle.
C'était une question qu'on posait tout à l'heure. Est-ce que les jeunes comprennent les vieux? Mais est-ce que les vieux vont accepter encore longtemps les jeunes? Est-ce que les jeunes vont accepter les vieux? C'est sûr que ce n'est pas commode. C'est une autre façon de penser. On dit, ah, ils n'ont pas d'orthographe. C'est vrai, là. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, réussir à mixer ces deux cultures, hein, la culture de l'innovation et la culture de la transmission. C'est pas commode. Et c'est à nous de faire des efforts. Ce qui fait que, moi je vois 5 défis, après ce que j'ai entendu, 5 défis qui se posent à nos associations pour que nous soyons capables de faire comprendre aux institutions l'énorme valeur que nous représentons. Puisque nous sommes, je le rappelle, nous sommes vraiment cette espèce de tissu conjonctif de la société. Mais ce n'est pas perçu. Alors le premier défi que je voudrais évoquer, c'est important, hein, c'est le défi du projet de l'association. Le défi du projet de l'association, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui continuent parce qu'elles ont commencé. Ils sont là, ils sont dans le décor. Mais leur projet clair, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur spécificité, c'est quoi leur valeur ajoutée sociétale? C'est quoi? C'est quoi leur ambition? Oh, ben tout le monde le sait. Non. On a besoin maintenant de pouvoir expliciter clairement c'est quoi la spécificité de ce qui nous réunit. On est dans un monde, à tort ou à raison, dans lequel il faut être capable d'expliciter en peu de mots c'est quoi la spécificité de ce que nous essayons de faire ensemble. C'est pas simple. Hein. Bien sûr, M. Trump, lui, maintenant, arrive à tout faire en tweet. C'est un maître. Il faut qu'on soit capable, nous, d'expliciter clairement. Hein. Et des jeunes ne viendront pas si on n'est pas capable d'expliciter clairement c'est quoi qu'on essaie de faire dans cette société, là où on est, dans notre territoire. Et avec qui? Surtout pas tout seul. Et avec qui? Je suis frappé de voir, je vois notre ami de la mission locale de Quimper, je suis frappé de voir combien les missions locales sont devenues, et ce n'était pas le cas de mon temps, sont devenues vraiment des ensembliers territoriaux de tout un tas de compétences, d'associations, de femmes et d'hommes d'entreprises qui deviennent des parrains ou des marraines. Hein. Parce que vraiment, maintenant, je pense qu'on est capable d'expliciter clairement c'est quoi une mission locale. C'est quoi? Je rappelle, c'est une association. Hein, mais qu'on soit capable de dire clairement c'est quoi notre projet. Et ça veut dire aussi que dans cette explicitation de notre projet, il faut qu'on tienne compte du fait que nous sommes entrés dans une société digitale. Ce qui a fait faire à France Bénévolat dans les derniers 6 mois un progrès colossal, c'est sa cyberconsole. Et tout un tas de vieux, dont moi, vous disaient « Oh là là, vous allez encore parler de l'outil ». Ben, l'outil nous a transformés. L'outil nous a transformés. Et l'outil a transformé notre visibilité. Un deuxième défi, c'est le défi de l'efficacité territoriale. Ne jamais rester une association toute seule. Jamais. D'autant plus que comme il y aura une réduction des subventions, il faut vraiment essayer, autant qu'on le peut, hein, de monter des coopérations, de mutualiser des moyens. Mais en même temps, de très bien connaître son bout de territoire, là où on œuvre, qu'on connaisse les autres. Il est scandaleux. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'a marqué beaucoup.
C'était du temps de... J'ai eu comme ministre principal Jacques Barrot, puis Martine Aubry. Et Martine Aubry avait organisé une réunion au ministère du Travail sur les associations qui s'occupaient d'insertion de jeunes. On en avait plein. Et elle a commencé à faire le tour des personnes. Et c'était tragique. Chacun essayait de confisquer ses pauvres. Chacun essayait de confisquer ses pauvres. Non, ça c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, là, tu ne dois pas faire ça parce que c'est moi qui le fais. Ce qui fait que... Mais est apparu à l'évidence qu'en France, les exclus le doivent majoritairement aux jalousies de précarés des inclus. Touche pas à mes pauvres. C'est ensemble qu'on bosse. C'est ensemble qu'on bosse. Donc vraiment, défi de l'efficacité territoriale, c'est-à-dire bien connaître les acteurs, bien connaître les collectivités. Et du côté des collectivités, il y a le maire d'une petite ville, d'une ville, là, tout à l'heure, dans la quatrième table ronde. C'était quel endroit? Plouguerneau. Qui, à juste titre, disait, nous, les collectivités, les maires, on devrait être capables d'être des facilitateurs de l'émergence d'innovation associative et de coopération associative. Moi, je retraduis ça d'une autre façon, c'est réussir à passer de structures en coupole qui coiffent à des structures en corolle qui favorisent. Des structures en coupole qui limitent, qui divisent, qui soustraient, ou qui caporalisent à des structures en corolle qui multiplient. On a du mal parce qu'on est quand même un pays d'État, dans lequel tout vient du haut. Jupitérien. Donc vraiment, être attentif dans mon association, c'est est-ce que je connais bien mon territoire? Est-ce que je connais bien les autres? Est-ce que je connais bien ceux avec qui je peux bosser? Est-ce que je peux présenter une offre commune et expliquer à mon maire ou à ma communauté de communes ce que l'on fait à 3, à 4, à 5 associations? On sera crédible. Le troisième défi, c'est le défi de la gouvernance. Le défi de la gouvernance. S'il y a un souci qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est on trouve pas mal de bénévoles qui sont d'accord pour faire des choses, et il y en a moins qu'avant d'accord pour prendre des responsabilités. Et ça, c'est un véritable souci. Alors, ce qui m'a rassuré, c'est de voir une présidente de 21 ans. Formidable, hein, en plus, elle n'est pas là, notre présidente de 21 ans, non? Ben non, elle est retournée travailler, hein, comme les autres. C'est bien, c'est bien. Et donc, la suite d'une association, ça se prépare. C'est pas spontané. C'est pas spontané. Donc, préparer la gouvernance, assurer la suite. C'est pas commode. Regardez les femmes ou les hommes, de quelque âge qu'ils aient, dont on voit qu'ils ont un peu les yeux qui brillent. Et qu'il y a une envie. Comment on peut favoriser cette envie, de responsabilité. Je trouve que c'est très bien de nommer un président ou une présidente de cet âge-là. Et puis ensuite, on l'accompagne, on l'aide. Très justement, cette jeune femme disait tout un tas de trucs, je ne sais pas le faire. Compte les budgets, trucs comme ça, mais il y a des gens qui vont m'aider, puis je vais l'apprendre. Mais faire un signal fort, faire un signal fort, faire confiance. Faire confiance. Et puis un autre défi, évidemment, c'est le défi économique. Ça va pas être de la tarte. Bon. Surtout qu'on nous annonce qu'il va faire 8 milliards d'économies. On voit très bien sur quel clou va tomber le marteau.
Ça veut dire que, une fois de plus, hein, être capable d'apprendre à monter des projets communs. Apprendre à monter des projets communs. Apprendre à savoir présenter la véritable valeur ajoutée sociétale qu'on vise. Quelqu'un dans cette assemblée a évoqué aussi quelque chose qu'on peut faire quand on demande des sous, c'est montrer dans sa demande combien les bénévoles qui sont là, à bord, hein, représentent une force qui, si elle travaillait en salarié, ça coûterait combien? C'est monétarisé. C'est un double tranchant, hein, comme dans tout, hein, et en même temps. C'est un double tranchant parce que ça peut faire apparaître, et je connais beaucoup d'amis syndicalistes qui disent « oui, les bénévoles, c'est des salariés gratuits ». Faire gaffe. Donc on n'est plus du tout dans l'apport d'une générosité intelligente. Mais, et c'était redit aussi tout à l'heure, une des grandes difficultés qu'on va avoir, c'est que la puissance publique va de moins en moins nous donner des subventions et de plus en plus nous donner des sous sur commande publique. Mais la commande publique, c'est pour faire quelque chose qu'on doit faire. Et on est amené à faire une petite tricherie, c'est-à-dire utiliser une part de l'argent qui nous est donné pour un projet pour faire le fonctionnement. On est tous amenés à faire ça. Et on l'a tous fait. Mais on sait bien que c'est une petite tricherie. Pas commode, hein? N'ayons pas peur de travailler avec les entreprises, avec les fondations. Fondation SNCF, Fondation EDF, Fondation de la Poste, etc. Hein, qui ont appris à travailler comme ça, maintenant, et peuvent nous aider. Et puis, le dernier défi, c'est là-dessus que je voudrais surtout chuter, c'est le défi de la pédagogie de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y en a beaucoup moins qui restent. Comment faire en sorte que des jeunes qui viennent dans nos associations, ou des moins jeunes, hein, aient envie d'y rester? D'abord, il faut qu'on arrive à sortir de notre entre-soi. C'est fou ce que ça vient vite. J'ai évoqué notre petit groupe de secours catholique avec des femmes et des hommes de grande qualité qui se donnent un mal de chien. Mais ça sent l'entre-soi. Sortir de l'entre-soi. Être capable aussi de valoriser le bénévolat. France Bénévolat a été l'inventeur, que maintenant beaucoup connaissent, du passeport bénévole. On a distribué déjà maintenant au moins 150 000, 160 000. C'est maintenant reconnu par la VAE, c'est reconnu par l'Éducation nationale. Donc, voir que un an de bénévolat dans une équipe, ça vous apprend des tas de trucs. Ça vous apprend à participer à un projet, ça vous apprend à prendre la parole, ça vous apprend à s'efforcer de travailler avec des gens qu'on n'aime pas. C'est formidable. C'est un métier, ça, monsieur. Il ne faut pas aimer tout le monde. Hein. Ben oui, mais attention, c'est une sacrée valeur, ça. Hein. C'est une vraie valeur. Au Québec, on considère que ça, c'est ce qu'on appelle les compétences... c'est un nom... Il y a quelqu'un qui a répondu, il aura un bon point. Merci. C'est un autre nom que... Bon, maintenant, mon problème, monsieur, c'est la mémoire. Donc, et puis surtout, et c'est là qu'on peut essayer de faire une pédagogie de l'engagement, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un qui est venu pour une fois pour faire quelque chose ait envie de rester. C'est utilisons dans nos associations les bénévoles, j'aurais trouvé un nom, hein, c'est les bénévoles contagieux.
il y a des bénévoles contagieux. Il y a des garçons et des filles dans nos associations qui font bien leur travail, mais qui sont pas communicants. C'est pas obligé d'être communicants. Mais il y en a qui ont le regard qui brille, les yeux qui brillent. On a envie de rester avec eux ou avec elles. Avec au moins 5 qualités, c'est là-dessus que je vais chuter. Ces 5 efforts à faire sur nous-mêmes, nous les femmes et les hommes d'association, 5 efforts, commence tous par un œuf, puisque maintenant mon problème c'est la mémoire, c'est toujours d'avoir des moyens mnémotechniques. 5 efforts à faire les uns et les autres pour être des bénévoles contagieux qu'on ait envie de suivre, d'accompagner, de rester. Le premier, c'est être capable de donner de l'étoile. De l'étoile. D'une certaine façon, être capable de présenter la mission ou la vocation ou l'ambition de notre association de façon à ce qu'elle soit belle, de façon à ce qu'elle soit... On en voit vraiment l'ambition de société, même si c'est modeste. Une équipe de foot, un peu de sport. La fille passionnante tout à l'heure, la présidente de 21 ans, c'est très bien ce qu'elle nous présentait. C'était sur l'hip-hop, voilà. Mais une culture hip-hop, elle le présentait. Et en la voyant le présenter, on se disait, c'est dommage que j'ai plus l'âge. Mais pourquoi pas, enfin, elle aurait pu le présenter d'une façon un peu triste ou nette et que je lui dise « Oh, il faut bien que jeunesse se passe. » Non, elle a su le dire. Elle a présenté l'étoile, ce qui fait briller les yeux. Un autre E, c'est enthousiasme. Enthousiasme. Un de mes bons maîtres, qui est mort malheureusement il y a 2 ans, qui était Bertrand Schwartz, lorsque j'avais été nommé délégué interministériel, j'avais été tout de suite le voir, et il m'avait dit « Hervé, ne travaillez jamais avec les gens négatifs, travaillez qu'avec des gens positifs. Parce qu'avec les gens positifs, il n'y a jamais de problème, avec les gens négatifs, il n'y a jamais de solution. » Enthousiasme. Enthousiasme. Un Breton, Christian Lemoine, disait quelqu'un qui prend des responsabilités, c'est quelqu'un qui doit importer, qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie. Dès qu'on est responsable de quelque chose, dans le monde associatif ou ailleurs, si le matin on n'est pas angoissé, c'est qu'on n'a pas lu le journal. Mais on se le garde pour soi. Et ce qu'on donne, c'est du souffle. On donne de la vie. Si on ne le fait pas, eh bien on ne fait pas son boulot. Donner de la vie. Donner de la vie. C'est épuisant de donner de la vie. Mais on n'accepte pas les responsabilités si on n'a pas compris qu'il fallait qu'on le fasse. Un troisième E, c'est écoute, écouter. Moi, j'écoute rien. J'ai du mal, je me force. Bon. J'ai même un appareil. Je suis fils d'un préfet de la République et lorsque j'étais petit, mon père me disait, quand on est préfet de la République, c'est-à-dire dépositaire d'une part de l'autorité de l'État, écouter, c'est le début de la lâcheté. Et c'était un grand serviteur de l'État, mais ça reposait sur une conception du chef à l'époque. Le chef sait, c'est pour ça qu'il est le chef. Alors s'il écoute, on dit tiens, il se renseigne, il n'a pas l'air au courant, c'est pas rassurant. Maintenant, on sait que le chef ne sait pas, ça se saurait. On le sait. On fait de notre mieux. J'ai adoré cette phrase de Benoît XVI au JMJ de Madrid, reprenant la petite interrogation de Ponce Pilate devant le Christ et disant qu'est-ce que la vérité? Et lui, Benoît XVI répond la vérité, c'est de la chercher. Quelle belle phrase. La vérité, c'est de la chercher. Et pour ça, il faut écouter. Écoutez ce que disent les autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Tout seul, on est mort. Lévi-Strauss disait on passe de l'état d'individu à l'état de personne
dès qu'on est avec les autres, et qu'on est en relation avec les autres et d'écoute. Transforme un individu, une espèce d'atome de société, pas grand-chose, une personne. Un autre E, c'est endurance. Endurance. Parce qu'on se, je disais tout à l'heure, on se fait des coups dans la gueule tout le temps. C'est le jeu, c'est comme ça. Et j'aime bien la phrase de Yann Moix qui disait « L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. » L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'en est le brouillon. Le nombre de fois je me suis planté, j'en ai fait des brouillons. Mais on apprend. Et un bénévole contagieux, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer cette idée. Bon, peut-être que ça va rater. Pour un drame, on en tirera une leçon. On en tirera une leçon. Bénévole contagieux. Puis un autre E, bien sûr, c'est éthique. Si on veut que les femmes et les hommes aient envie de venir avec nous, il faut qu'ils sentent qu'on n'est pas simplement réductible à sa compétence technique, mais qu'on croit des trucs. Il y en a qui croient à l'homme, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient à la vertu de la République, mais qu'on puisse se dire, ce garçon ou cette fille, c'est pas une espèce de lapin du Racel monté sur pile. C'est un vivant. Vivant. Et puis le dernier E, bien sûr, c'est exemplarité. On est un bénévole contagieux si on essaie, pas toujours bien, mais on essaie d'être exemplaire. Peut-être pas forcément premier de cordée, mais ce qu'on dit, on le fait. Les Québécois ont une jolie phrase, ils disent « On ne suit que les gens dont les bottines suivent les babines ». Ils font bien ce qu'ils ont dit. Les babines, c'est là, les bottines, c'est là. Les bottines suivent les babines. Alors, je trouve que cette journée était une journée superbe. Je félicite les personnes qui ont pris l'initiative, puis tous ceux qui sont venus. J'avais une belle phrase qui me frappe, moi, personnellement, une phrase de Saint-Exupéry. Il disait la première patrie qui est... N'oubliez jamais que la première patrie en danger, c'est notre patrie intérieure. Notre patrie intérieure. Et la meilleure façon de défendre sa patrie intérieure, c'est de rencontrer les autres. C'est de faire avec la patrie intérieure. Il ne faut pas devenir une espèce de cloporte concentrée sur leur nombril. On devient vite un cloporte. Ça devient très, c'est même naturel, c'est un tropisme. Et puis une autre phrase, là, de Bertrand Schwartz, c'est là-dessus que je vais chuter. Bertrand Schwartz qui disait, et qui nous disait à tous, dans cette relation avec les jeunes, les missions locales en particulier, n'oubliez jamais de faire vivre ces deux valeurs, exigence et tendresse. Exigence et tendresse. Ce sont des mots qu'on ne met pas ensemble d'habitude. Exigence, jupitérien, tendresse pour les curés. Exigence et tendresse. C'était là, une fois de plus, la belle phrase d'Albert Camus. Il y a deux sortes d'efficacité. L'efficacité du typhon qui emporte tout sur son passage et l'efficacité de la sève qui fait pousser. L'efficacité de la sève qui fait pousser, je trouve que c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. On a essayé de faire pousser ensemble notre sentiment de la valeur fantastique du bénévolat associatif. Donc bravo à vous et merci. Il manque quelque chose dans votre CV, vous auriez dû faire du stand-up. Très sérieusement. Et on a vu des yeux qui brillent, vraiment. Vous avez devant vous des petits papiers. On ramassera les copies à la sortie. Non, c'est juste pour essayer d'évaluer ce qui est retenu dans cette salle, ce qui se dit, ce qui vous a marqué. Il va y avoir une évaluation qui est faite, et donc à l'extérieur, vous avez des charmantes personnes qui récupéreront
vos petits mots, les petits mots laissés derrière sur ce que vous avez retenu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Hervé Seriex. On va donc clore avec 3 petites prises de parole assez courtes. La première est celle de Yannick Hervé. Yannick Hervé, président du mouvement associatif de Bretagne. Il m'a demandé combien de temps, je lui ai dit 1 minute, ça vous paraît bien? Je vais utiliser 40 secondes, mais comment c'est le faire dans les associations, c'est-à-dire avec un peu de souplesse si vous m'y autorisez. Non, intervenir après Hervé Seriex, c'est jamais simple et ça tombe bien puisque c'est pas sur le fond que j'interviendrai. Il le fait bien mieux que moi. Simplement dire à l'issue de cette longue et dense journée, au nom des associations très nombreuses présentes aujourd'hui, on était, je crois, à peu près 400 participants. C'est une belle réussite. Au nom des associations présentes, qu'elles soient fédérées ou non fédérées, dire nos félicitations, adresser nos félicitations au Conseil départemental du Finistère pour cette belle initiative, à la fois dans l'esprit, c'est-à-dire que décréter des états généraux de la vie associative ou de l'engagement bénévole pour les associations, c'était déjà une première chose. Les élaborer, les construire, les dérouler avec les associations, c'est encore mieux. Donc c'est un très bon choix et nous félicitons la présidente du conseil départemental et ses collègues pour cet état d'esprit. Les félicitons également d'avoir répondu à notre appel d'une alliance nouvelle depuis 2 ans. Le mouvement associatif de Bretagne a lancé un appel aux collectivités pour cette alliance nouvelle, pour répondre aux défis. J'y reviens pas, ils ont été suffisamment exprimés, défis posés à la société en général, à la société bretonne et finistérienne en particulier, et pourquoi ensemble on doit faire vivre et gagner le faire ensemble et la cohésion sociale à la bretonne. Donc bravo à la présidente du conseil départemental et à ses collègues élus. C'est pas une surprise, on sait la fibre et associative qu'ont les élus aujourd'hui au conseil départemental. Tout commence en Finistère, on le sait, mais je dois vous avouer que je dois quand même rappeler que le Conseil économique, social et environnemental de Bretagne, dont les représentants sont dans la salle, a lancé une étude de soutien sur le soutien à la vie associative, en tout cas de préconisation de politique publique à la demande du Conseil régional. Il y a maintenant de longs mois, donc l'initiative finistérienne est concomitante à celle de la région et nous nous en félicitons puisque ça se fait là aussi avec la société civile. Alors on pourrait craindre que des belles journées comme celle d'aujourd'hui soient un one-shot, un coup d'épée, que ce ne soit pas suivi d'effets. Alors on a aussi signé ce matin avec la présidente du conseil départemental une charte d'engagement réciproque, le conseil départemental prenant des engagements, et nous aussi, nous la vie associative organisée au nom du mouvement associatif de Bretagne qui regroupe un peu plus de la moitié des 65 000 associations présentes sur les territoires de Bretagne. On a pris l'engagement d'être actifs dans les suites de cette journée. On sera présent sur l'élaboration de ce livre blanc qui a commencé à s'écrire aujourd'hui. On sera présent également sur les territoires et j'invite les représentants associatifs d'associations locales à utiliser la charte d'engagement réciproque pour aller interpeller les collectivités, les communes, les EPCI, pour que se noue là où ce n'est pas encore le cas ou pour que se consolide là où c'est déjà le cas, un dialogue entre la collectivité et les associations. On l'a vu, on n'a pas voulu focaliser la journée sur la question des moyens. Évidemment, cette question a été présente. Elle n'est pas négligeable, mais l'avenir de la vie associative se résume pas à la question des moyens. Pour autant, la question des moyens, on le sait, a son importance. N'en déplaise aux cours des comptes, aux chambres régionales des comptes, aux gardiens du temple d'hiver, la question du soutien de la puissance publique au monde associatif se pose. Je terminerai par 2-3
deux, trois petits messages qui sont pas personnels, qui sont du monde associatif organisé à ses partenaires. Dire à France Bénévolat, qui est présente au sein du mouvement associatif au niveau national, qu'il est bienvenu dans le mouvement associatif en Bretagne. C'est vrai que le mouvement associatif regroupe des coordinations, de fédérations, etc. Mais il manque peut-être cette dimension que vous représentez. Vous êtes les bienvenus. Dire à l'État également, à Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale, que nous sommes disponibles également pour des partenariats qui existent déjà, mais pour qu'ils soient renforcés au niveau régional ou au niveau départemental, car l'État a un rôle important à jouer sur le soutien à la vie associative. Il le joue. Il est important que ça se fasse également dans le dialogue. Enfin, un dernier message à toutes les associations et aux élus aussi, aux élus politiques qui étaient présents, mais tout particulièrement aux associations pour la qualité des débats. Venir un 1er juillet dans un amphi ou dans plusieurs amphis, ça ne va pas de soi. C'était un vrai défi qu'on se lançait là avec le conseil départemental et l'État pour cette première édition des États généraux. Manifestement, la qualité des débats et le nombre, puisque nous étions sans doute 400 aujourd'hui, montre que c'était une bonne idée et que ce n'est que le début d'un long débat, voire d'un long combat à mener ensemble. Je vous remercie de votre attention. Vous avez cité le directeur départemental de la cohésion sociale, eh bien on va lui passer la parole. François Loré. François Xavier Laure. Eh bien vous voyez, on a enduit d'erreur, comme on dit. 1000 excuses. François Xavier Laure, prenez votre temps. Bonjour à tous. Donc Laure, c'est costarmoricain. Mon père est de la région de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Donc c'est quand même breton, même bien que ça ne soit pas finistérien. Et je ne m'en excuse pas plus que ça, parce que je n'y suis absolument pour rien. Voilà, moi je remercie effectivement monsieur, là, donc, qui était responsable du mouvement associatif Bretagne, avec le conseil départemental, qui ont effectivement organisé ces états généraux, et j'ai trouvé, avant même aujourd'hui, dès que la présidente du conseil départemental m'en a parlé, quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé ça une excellente idée. Et je me suis dit que j'allais y passer pour vous dire quelques mots éventuellement, bien que je n'étais pas demandeur, parce que, encore une fois, je suis arrivé le mois dernier dans mes fonctions. Donc vous pensez bien que je n'ai pas la prétention de vous tracer quoi que ce soit de ce qui fait l'actualité et l'activité, en tout cas, dans le Finistère. Ça serait vraiment très présomptueux de ma part. En revanche, ma direction, et en l'occurrence Anne-Marie Marteville, qui baisse la tête, mais que tout le monde, ou que beaucoup de gens connaissent quand même, je pense, suit pour moi toutes ces questions-là. La direction a ce qu'on appelle la délégation départementale à la vie associative. Alors c'est un joli titre, mais qui suppose quand même un certain nombre d'actions que je ne vais pas énumérer ici. Mais sachez que l'État, on dit souvent que l'État, ces dernières années, a tendance à se désengager de ses actions. Je veux en témoigner le contraire aujourd'hui, puisque je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir, mais aujourd'hui en tout cas, ma direction, pour parler de ce que je connais un tout petit peu, consacre encore des sommes assez considérables dans différents secteurs de la vie associative. J'ai été tout à fait scotché par le discours que nous avons entendu et la présentation de M. Seriex. Je ne connaissais pas, si je connaissais de nom, comme délégué interministériel à la jeunesse, puisque je suis dans le ministère depuis plusieurs décennies, moi aussi. Donc je connaissais de nom, c'est comme un petit retour en arrière. J'ai connu M. Barrot, Mme Aubry également, dans mes différentes fonctions. Et donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est bravo pour ce type d'initiative. C'est extrêmement intéressant. Moi, je prends mes fonctions, je m'attache à tout ce qui va permettre un petit peu ensemble d'avancer. Je pense notamment aussi, nous représentons l'agence de service civique, et c'est un engagement dans lequel nous avons beaucoup de jeunes. L'année dernière, on a eu plus de 600 jeunes qui se sont engagés. Et donc, tout ça, voilà, toutes ces actions, c'est ça qui fait le tissu social en réalité. Et je ne vais pas rentrer dans tous ces commentaires qui font qu'effectivement, il y a de l'économique, il y a du social. Et moi, ce que je retiens, c'est le tissu social.
et tous ces échanges qui font qu'il y a de la vie et il y a de la proximité. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut de nos jours avoir des activités économiques, avoir du rendement, mais pas forcément en proximité. Aujourd'hui, l'association, c'est quand même l'unité d'œuvre, j'ai envie de dire, qui crée le tissu social et qui fait qu'on n'est pas seul. On est réellement en contact avec les autres et on est au cœur des activités du territoire. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, pour ma part, je vais travailler dans mes fonctions dans ce sens. Je vous remercie. Bien, et pour terminer, Solange Créliou, vice-présidente du conseil départemental du Finistère. Et après, on boit un coup. Je ne suis pas aussi grande que les interlocuteurs précédents, donc je vais être obligée de baisser un petit peu le micro. Je pense que vous m'entendez, là, ça ira. Bien, écoutez, c'est pas facile de clore une journée comme celle-ci. Elle a été tellement dense et tellement riche en contributions diverses que... il faut trouver les mots pour pouvoir la terminer et puis pouvoir se séparer et se dire que ce n'est qu'un début. Donc je voudrais tout d'abord excuser la présidente, Nathalie Sarabezol, qui ne pouvait pas être présente ce soir et qui le regrettait infiniment, mais d'autres fonctions l'appelaient ailleurs. Rappeler peut-être en quelques mots le contexte de cette journée aujourd'hui, la richesse tout simplement de la vie associative au Finistère. C'est un fait établi aujourd'hui, le Finistère est riche de ses associations. Et il nous a semblé important de mettre en avant ces associations et cette richesse en déterminant l'année 2017 comme étant l'année de la vie associative et de l'engagement bénévole. C'était un souhait de la présidente et la journée d'aujourd'hui y contribue largement. Cette journée s'est articulée autour de 4 grosses thématiques, l'engagement et le bénévolat, on l'a dit et redit plusieurs fois, les besoins des associations également aujourd'hui, les relations avec l'administration dans toutes ses dimensions, aussi bien les collectivités territoriales que les institutions. Ce n'est pas toujours facile. On a notre part de responsabilité, certainement, dans ces difficultés que vous rencontrez parfois. La valorisation également de l'engagement associatif, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez souligné tout à l'heure. La richesse peut être pour un individu dans un parcours de vie, l'engagement associatif, et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment reconnu ni valorisé. Donc cette journée autour de ces 4 thématiques a fait l'objet de nombreuses tables rondes, nombreuses conférences, nombreux échanges et a produit énormément de nombreuses contributions. Vous avez été très force de proposition et cette production servira à alimenter un livre blanc et nous nous aspirerons de ce que vous avez proposé, de ce que vous nous engagés à mener pour pouvoir construire ce livre blanc. Je voudrais retenir 4 grandes idées, peut-être sans doute elles me sont propres, chacun a les siennes et ses priorités, mais en tout cas je les ai trouvées intéressantes. La nécessité de promouvoir et d'accompagner l'engagement associatif, le besoin de reconnaissance qui existe également au niveau des associations, ça va avec la valorisation également. Et puis également, en deuxième point, la capacité de questionner les projets et les modes de fonctionnement des associations. Vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance, de la transmission. Cette capacité à questionner, à s'interroger, fait partie de cette mode de gouvernance, du mode de gouvernance et de la transmission qu'il faudra travailler. Le besoin de relations égalitaires et démocratiques entre les associations et les institutions, ce n'est pas toujours le cas. La façon dont nous fonctionnons n'est pas toujours très égalitaire et il y a d'un côté celui qui sait, l'institution, et puis les associations qui doivent rentrer dans le moule quelque part. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous interroger. Et puis enfin, peut-être construire un nouveau contrat social sur les territoires, une sorte de pacte associatif qui réunirait les associations, les collectivités locales, les entreprises, la société civile, pour pouvoir construire du vivre ensemble sur nos territoires. Alors, il y a beaucoup d'autres contributions, je ne vais pas les énumérer ici, mais ces cas-là me semblaient importants. Je voudrais vous redire peut-être que le livre blanc est encore, vous pouvez encore apporter des contributions. Il sera diffusé au mois de décembre, je crois que c'est le 5 décembre qu'il est prévu la sortie, mais entre-temps, vous pouvez encore, par le biais du mail que vous avez sur les petits documents, tous à l'assaut, amener d'autres contributions et enrichir encore ce livre blanc. Il ne sera jamais trop riche, on a besoin de vous pour pouvoir évoluer dans notre perception et la mise en œuvre de nos politiques en faveur des associations sur le territoire. Donc je vous encourage à le faire. Et puis je voudrais aussi peut-être vous dire que cette journée n'est qu'un début.
n'est pas une fin en soi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas juste un coup comme ça et puis on arrête après et on ferme la page et on repart comme avant, on continue à fonctionner comme avant. C'est une étape dans un processus que nous souhaitons vraiment mettre en place sur le département. Et elle n'a été possible parce qu'il y a eu la mobilisation de vous tous déjà, présents ici aujourd'hui, plus de 400 personnes qui ont fréquenté les différents ateliers et les conférences. L'engagement également des personnes, les 150 volontaires qui se sont engagés pour organiser cette journée, qu'ils soient du conseil départemental, qu'ils soient des bénévoles ou des salariés d'associations, qu'ils en soient tous ici remerciés. Le mouvement associatif qui a été notre partenaire également sur cette journée, la DDCS, bien évidemment, que je n'oublie pas, qui a été aussi partie prenante dans cette journée, et puis 3 piliers que sont l'espace associatif, le RESAM et Sémaphore, sur lequel nous avons pu nous appuyer pour mettre en œuvre cette journée aujourd'hui. Alors je l'ai dit tout à l'heure, cette journée n'est que le début, ou en tout cas n'est qu'une étape, n'est pas la fin. Il nous faudra construire ensemble un contrat partenarial avec les associations, en s'appuyant bien évidemment sur les contributions que vous avez apportées. Peut-être vous dire aussi tout de suite que par l'engagement de sa présidente, par la charte de l'engagement associatif qui a été signée ce matin, le conseil départemental s'engage dès 2018 à faire évoluer ces dispositifs pour répondre aussi aux contributions que vous aurez apportées et aux attentes du monde associatif. Et puis enfin, je voudrais vous dire peut-être pour terminer que cette vie associative très riche sur nos territoires, elle contribue à nous aider à porter nos politiques de solidarité, nos politiques envers les enfants, envers les adultes, envers les handicapés, dans le sens de la cohésion sociale, du sport, de la culture. Dans tous les domaines, les politiques de solidarité ne peuvent se porter que parce qu'il y a un monde associatif derrière. On le voit et on le constate tous les jours. Donc je voudrais terminer en vous disant ces quelques mots. Eh bien, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, osez et surtout bousculez-nous. On en a besoin. Merci à vous. Merci Solange Crégnier, merci à tous pour vos apports, vos contributions, votre écoute. En espérant que cette journée, on l'espère, ait des répercussions sur vos relations avec l'État, les collectivités, etc. Bonne fin de journée à tous, bon week-end, profitons du soleil, il commence en Finistère. Je ne vais pas oublier de remercier l'université qui nous a accueillis dans ses locaux parfaitement adaptés à cette journée. Merci.